Sans vous mentir, on a fait fort. Ils sont venus en fanfare, mais nous, on a une discothèque. Prochaine question. C'est pas bon. Oh oui. Quoi ça? Gamin, tu m'as déjà dit ça, il n'y a pas de problème. Bienvenue, monsieur Camara Souman. Au fur et à mesure, les gens vont venir parce qu'on ne peut pas attendre. Bienvenue. Merci déjà à ceux qui ont répondu parce que ce n'a pas été prévu. On a cliqué dessus de façon instantanée pour voir la réaction des gens. C'était important. Et donc, soyez les bienvenus. On n'a pas de speaker. On va faire entendre au-delà du petit cadre qui est là. Donc, il va falloir s'égosier pour pouvoir faire entendre. Parce que l'autre, il est à côté. S'il met son son, on va parler fort. Donc, bienvenue. Je vous présente M. Camara, qui est le candidat en question indépendant, opérateur économique au niveau de la Zambie. Sans m'arrêter, est-ce qu'on m'entend derrière là-bas? Ou bien je m'arrête. Bon, chers parents, bonsoir. Bonsoir mon frère Mouni. Bonsoir mes chers frères. Vraiment, c'est un honneur d'être là. Ce n'est pas le nombre de personnes qui comptent, mais c'est l'attention qu'on peut prêter à ce qu'on a dit, que vraiment le sacrifice que les gens font de leur temps doit être présent. On peut jouer de la musique, on peut barrer les routes avec toutes sortes de matos. Nous pensons que la conscience politique en Côte d'Ivoire a évolué.
Et même si on ne voulait pas évoluer, la situation du pays nous oblige à évoluer sur le plan politique. Et c'est pour ça que nous sommes beaucoup plus dans ces genres de rencontres que des meetings. Nous n'avons fait aucun meeting. Nous avons plutôt choisi de privilégier les rencontres de proximité, échanger, nous faire connaître aux uns aux autres de façon plus proche, de sorte à avoir vraiment leur confiance et leur engagement. Pas sur la base de discours creux, mais surtout par le partage d'une vision commune d'un avenir qui a à nous tous notre avantage. Le temps passe et le changement s'impose au temps qui passe. Et ce qui est passé ne va plus revenir. Je le dis partout où on passe. Ça fait 15 ans que nous sommes supposés être en paix. Pour ne pas dire que nous sommes dans la paix. Et ça fait 15 ans de gestion RHDP. Sur le plan national, les uns et les autres ont leur degré de satisfaction. Pour ce qui concerne les infrastructures et autres, personnellement, moi je suis content. Mais pour ce qui concerne la qualité de la gouvernance, pour moi c'est une déception totale. Ça c'est mon avis. Mais quand tu mets l'un dans l'autre, on peut donner en tout cas une note de 8 sur 10 au président Ouattara. Je ne suis pas un de ses suiveurs, mais quelqu'un qui l'a apprécié. Je me suis battu pour qu'il soit là où il est. Donc pour moi, ça m'a donné tous les droits de le critiquer chaque fois que j'ai eu l'occasion de le faire. Mais quand on met ça de côté, le chef de l'État, il est élu pour tout le monde. Qu'on l'aime ou pas, c'est notre chef de l'État. C'est lui qui donne la direction au pays pendant un certain temps, dans son cas de figure. Dans son cas, c'est pour les pratiquement 20 ans, puisqu'il en a fait déjà 15. Il se prépare à compléter une ou 5 années si Dieu lui prête la bonne santé et la longévité nécessaire. Maintenant, pour ce qui nous concerne sur le plan local, ça nous fait 15 ans de gestion RHDP. Et ces 15 ans de gestion RHDP, on n'a pas besoin de se faire des commentaires sur le bilan, parce que nous vivons dans leur bilan. Nous, on vient avec un constat cette année. C'est que la situation dans laquelle nous vivons relève de nous-mêmes notre responsabilité. Parce que nous avons voulu accorder aux maires la charge de député. Et nous avons voulu accorder à d'autres députés avant lui la charge de député sans leur poser des questions. Et peut-être sans trop les écouter. Parce que l'argument qu'ils ont mis devant tout le monde, c'est qu'ils viennent se présenter pour être députés, pour aller travailler pour le président de la République. Ça déjà, ça devait nous interpeller. Mais comme on ne peut pas en vouloir aux gens de ne pas savoir la responsabilité d'un député, on a tous pris ça comme ça, beaucoup ont voté pour eux. Moi, je n'ai pas menti. Élection nationale, j'ai toujours voté le président Ouattara, même quand je n'étais pas d'accord avec lui. Parce que je n'ai pas vu devant lui quelqu'un qui était mieux que lui. Voilà. Mais sur le plan local, en 2011, j'ai voté pour nous-mêmes notre propre liste. C'était la même liste, hein? Alternative Nouvelle Génération. Mais avec Abou Fané et Adama Bakayoko. En 2013, j'ai voté pour notre propre liste. On était candidat indépendant avec Soumoro Farid. Jusque-là, le grand frère n'avait pas encore eu le pouvoir. Donc on partageait un certain nombre de visions de la société. Dès 2016, moi je vais m'éloigner du terrain politique à Djamé. Et le maire Farid va se présenter en 2016. Je vote pour lui. Il est député. 2018, c'était encore court. Je vote pour lui, il est maire. Mais en 2021, je n'ai pas voté pour lui. En 2023, je n'ai pas voté pour lui. Je vote ici à Saint-Bernard. Pourquoi je n'ai pas voté pour lui? Parce que j'ai vu l'homme s'écarter complètement de tout ce qu'on s'était dit.
nous avions des préoccupations. Étant natif de la commune, étant habitant de la commune, étant opérateur économique, travaillant dans la commune, vous voyez que ça nous fait 3 angles d'appréciation. Quand j'ai vu la route qu'il a prise, je me suis dit non. Pour moi, je n'ai pas parlé de trahison, j'ai parlé plutôt de moquerie. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir parler de choses sincères. Et les moyens sont là pour les faire. Et que les gens ne le fassent pas. Et ils n'ont pas de remords. Et ça ne change pas. Et j'ai compris l'erreur qu'on a commise. Parce qu'on a pris la charge de député et de maire, on a donné à la même personne. Ça m'amène à parler de la responsabilité du maire et du député. Le député a voté par la population pour travailler pour la population et non pour le chef de l'État. Le député, c'est l'avocat de la population, c'est le défenseur de la population. Le député a en charge de rencontrer la population au moins une fois chaque 3 mois. Et ce n'est pas une seule rencontre, c'est une série de rencontres. Et pour ce faire, en dehors de son salaire de député, on lui accorde un budget de 2 300 000 francs chaque 3 mois qu'il doit utiliser pour mener ce genre de rencontres-là, des consultations populaires et approcher la population, créer le cadre nécessaire pour que la population ait accès à lui. Combien d'entre eux nous ont déjà rencontrés une seule fois en dehors de la période des élections en tant que député? Moi, je ne m'en souviens pas. Le député, après avoir écouté les populations, avoir énuméré les différents besoins, en plus de ce que lui-même il constate parce qu'il est de la commune, en collaboration normale avec le maire, en temps normal, en bonne intelligence, ils font le point ensemble et ils contribuent à l'élaboration du budget par ses observations au conseil municipal. Une fois que le budget est arrêté, il est transmis dans le circuit qu'il faut, ça va jusqu'au ministère de l'économie et des finances et c'est pris en compte dans le budget global qu'on vote pour le pays. À partir du moment où c'est accordé, le député sait en détail les différentes lignes que ce budget-là concerne pour son exécution. Une fois que c'est voté, le budget vient à la disposition du maire qui doit l'exécuter durant cette année-là. Si on devait arranger les rues, la partie qui concerne arranger les rues, comment ça doit être distribué dans chaque quartier, si c'est pour les lumières, c'est pour la sécurité, c'est pour l'assainissement, c'est pour la salubrité, si c'est pour renforcer la base technique des hôpitaux, si c'est pour la réfection, la réhabilitation des écoles, tout est spécifié, rien n'est au hasard. Le député doit s'assurer à ce que le maire fasse tout ce travail-là durant cette année. Et il constate sur le terrain avec les populations, il suit l'action du maire, il contrôle. Et quand le maire dépose son bilan, depuis la direction générale d'administration territoriale, il a accès au bilan, au rapport que le maire dépose, qu'il va décortiquer. Et s'il voit qu'il y a du faux là-dedans, il est en capacité de faire interpeller le maire pour qu'il vienne s'expliquer devant qui de droit. Il peut aller même jusqu'à intenter une action en justice contre le maire. Il peut être condamné à rembourser l'argent. Il peut même être condamné à aller en prison et révoquer de sa position. Voici le pouvoir du député. Alors si vous voyez quel que soit le parti, que ce soit le RHDP, le PDCI ou le PPACI, FPI, qui vous voulez, si vous voyez que tous les maires s'évertuent à se battre pour être en même temps député, c'est parce qu'ils savent que le maire n'a pas d'humilité et en tant que député, ils protègent eux-mêmes leur arrière. Donc ils ont la capacité de faire de cet argent ce qui leur plaît. Je vous donne un exemple simple. Nos écoles primaires, là, qui sont publiques, qui sont la responsabilité de la mairie. Je vais prendre 2 exemples. Le groupe scolaire Liberté, près de 1500 élèves. Allez voir les salles de classe. Il n'y a aucune salle de classe qui est praticable et qui est décente. Le jour où on allait visiter, il y a eu une grande pluie ce jour-là. Tous les cours se sont arrêtés parce qu'il pleut dans les classes.
Non seulement il pleut dans la salle de classe, ils sont obligés d'arrêter les cours. Il y a un bon nombre de bâtiments qui n'ont pas d'électricité. Donc avec la pluie, ça s'est assombri. La maîtresse ne peut pas donner de cours. Et pire, que ce soit le président du COGES, que ce soit le directeur de l'école, que ce soit les maîtresses ou les enseignants mis ensemble, tout le monde a peur de parler. Parce qu'on a instauré en plus un système de terreur où quand tu parles, on te menace physiquement ou bien à la limite, on te fait, comme on dit, on te fait transférer quelque part à Tengrela là-bas, où tu n'as pas envie de partir peut-être. Même si à Tengrela, ce sont des Ivoiriens qui sont là-bas. Donc, il y a cette école-là. Les écoles qui nous ont donné un accès pour visiter. Il y a Série Marie Corée, Habitat A et B. Allez-y là-bas. Maternelle, pas de toilettes. L'école même, pas de toilettes. Pour les enseignants, pas de toilettes. On a fait un petit documentaire là-dessus qu'on a fait circuler. C'est en train de faire jaser certaines personnes. Mais voici l'état dans lequel l'enseignement, là où on doit préparer les enfants à devenir des bonnes personnes, des personnes solides. Vous l'avez entendu parler. Vous m'entendez parler. Vous pouvez imaginer la qualité de l'éducation qu'on a reçue malgré les situations difficiles à Adjamé ici. Moi, je suis un pur produit de l'éducation nationale de l'école publique de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fait d'école privée. La seule année que j'ai fait au privé, c'est ma classe de 3e à Saint-Viateur à Boaké. Sinon, j'ai fait la maternelle municipale d'Adjamé ici. Après Soma Samaké, CP1, CP2. Après mission libanaise jusqu'au CM2. Après collège moderne du plateau. Et ensuite le lycée technique. Après un an à Boaké. Et là, c'était pour la punition. Quand j'étais un peu voyou, on m'envoyait à l'internat. Et la vie a bien voulu me ramener à Abidjan ici. Mais voici ce que ça a donné. Aujourd'hui, qui peut parier sur la qualité de l'éducation qu'on donne à nos enfants? Quand le cadre n'est pas adéquat, les chances pour que l'enfant réussisse dépendent maintenant de l'implication et de l'engagement des parents eux-mêmes auprès de l'enfant au quotidien, pas à pas. Sinon ton enfant rate, quelle que soit son intelligence. L'hôpital général est là. Combien d'entre nous tombons malades ou avons des accidents ou bien il y a des incidents dont nous sommes des victimes? On se rend là-bas, ils ne sont pas à même de nous prendre en charge, nous sommes obligés d'aller plus loin. Le cas de mon propre père, on a dû quitter Adjamé ici, l'hôpital général d'Adjamé, on dit qu'on ne peut pas s'occuper de lui, ils sont arrivés au plateau, on ne peut pas s'occuper de lui, aller au chou de crèche. Il arrive là-bas, c'est encombré parce que tout habitant se retrouve là-bas. Il reste sur un brancard de 6h et de 1h du matin à 6h du matin, il rentre là. Le problème a eu lieu la nuit, ça nous a surpris. Sinon, ce n'est pas l'argent qui manquait pour l'envoyer à la prison. J'ai l'habitude de l'envoyer à la prison. Je paye ce que j'ai à payer. Mais ce jour-là, on a proposé de donner un chèque. Les gens disent vraiment chèque. Donc, on a dû l'envoyer au-dessus de l'État. C'est vrai que l'être humain meurt, mais les conditions dans lesquelles on va mourir maintenant, ça c'est dû aux êtres humains. Donc, je suis en train de faire un balayage sur tous ces sujets-là pour nous ramener à la condition et à la situation du député. Voici pourquoi il est important de savoir à qui vous allez confier ce pouvoir-là. Confier un pouvoir à quelqu'un qui est capable de dire non quand il doit dire non et de dire oui quand c'est oui et se battre pour ce oui-là et se battre pour maintenir le non aussi. Voici les lois qui sont en train de créer. Je vous donne des exemples rapides. Dernièrement, vous avez vu que le gouverneur a décidé que les jeunes qui font la livraison ne doivent pas passer ici, passer ici, passer ici. Il n'y a rien dans la loi qui lui donne ce pouvoir. Rien. Ce n'est pas dans ses prérogatives. Et les gens des engins roulants avec des cartes grises, ils sont supposés avoir leur permis de conduire, ils payent leur assurance, ils ont le droit de circuler sur toutes les voies bitumées de Côte d'Ivoire. Sauf si dans un endroit précis, on met interdit aux motos. Et ça doit être seulement dans un cadre précis. Ça peut être autour de la présence de la République, ça peut être autour d'une institution particulière. Mais on ne peut pas interdire
aux usagers de passer où que ce soit sans que la loi ne le dise. Mais les gens font ce qu'ils veulent parce qu'ils se disent tout puissants. Mais on a vu très vite, ils ont accusé les accidents des motos. Mais la semaine qui a suivi, on a vu qu'il y avait un plan derrière pour sous-traiter les services de livraison avec maintenant la poste. Donc dorénavant, à partir de l'année prochaine, tous ceux qui font les livraisons sont obligés de prendre une licence au niveau de la poste pour pouvoir travailler. Mais ça implique quoi? Une ponction sur leurs recettes. Qu'est-ce que la poste leur apporte pour que la poste leur prenne quelque chose? Mais ça va plus loin. Et ça, je vous en donne l'information. Je connais des personnes aujourd'hui qui ont commandé des vingtaines de conteneurs de motos. Vous allez les voir dérouler leur programme en 2026. Ils vont signer des contrats avec la poste sous prétexte de sécurisation des colis et de ceci, d'assurer que vraiment les livreurs remplissent toutes les conditions de permis de ceci, de moralité, ainsi de suite. Et on va commencer à interdire aux jeunes qui livrent librement et on va les obliger maintenant à prendre ces motos, payer la location de ces motos par jour, payer la poste et puis ce qui va rester c'est pour eux. Mais qu'est-ce qui va permettre ça? C'est le député que vous allez voter. Si vous votez ces députés-là, ils sont dans le Béni oui. C'est le parti qui a dit nous sommes morts. Parce que l'impact indirect, ça va tomber sur toutes nos soeurs et nos petits frères qui font des ventes en ligne. Aujourd'hui, personne ne peut payer les pas de porte d'un magasin à jamais. Sur le boulevard, le minimum de pas de porte pour un magasin de 7 sur 5, c'est-à-dire 35 mètres carrés, c'est entre 70 et 100 millions de francs CFA. Ça, c'est sur le boulevard Nanga à Brouwa. 70 millions à 100 millions de francs CFA. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas avoir un magasin sur le boulevard. Quand vous rentrez dans les ruelles maintenant, c'est entre 20 et 45 millions. Les places dans le marché sont passées à 5, 10 millions, 15 millions. Mais avec 500 000 francs, quelqu'un se sort lui-même de la précarité parce qu'il achète quelques douzaines de vêtements qu'il va vendre en ligne. Il dépend maintenant de ce livreur-là qui peut livrer librement en ville. Donc, il ne regarde pas tout ce qu'il y a par derrière. Tout ce qui leur importe, c'est le business qu'ils peuvent faire sur nos têtes. Et ça, il faut des gens qui connaissent la loi pour mettre fin à ça. On nous parle souvent de l'emploi des jeunes. Et je suis en train d'expliquer aux populations que le député ne peut pas donner du travail à quelqu'un. On peut faire des interventions pour une ou deux personnes, dans des cas précis. Mais par contre, ce que le député peut faire, et ce sur quoi nous nous engageons, les circuits où les gens prennent de l'argent pour faire passer les enfants dans le concours. Et quand toi, ton enfant a le niveau, il ne passe pas parce que tu n'as pas l'argent, nous allons nous battre pour que ça s'arrête. Ceux qui sont là-dedans, nous allons les dénoncer. Qu'ils soient de la gendarmerie, qu'ils soient de la police, qu'ils soient de la douane, qu'ils soient de quelques secteurs, départements, quelconque de la fonction publique, nous allons nous battre pour mettre fin à ça. Ma propre fille est rentrée de ses études, elle a été victime de ça. Elle a fait 6 mois, je n'ai pas pu lui trouver de travail, elle n'a pas pu passer un concours parce que j'ai dit je ne paye pas d'argent. Elle a dû retourner là où elle a étudié pour aller trouver du travail là-bas. Mais ça c'est moi, il y a ces moyens-là et les autres. J'ai d'autres enfants qui sont en train de grandir. Ce n'est pas tout le monde qui aura elle sa chance. Et ce n'est pas tout le monde qui a elle sa chance. Nous autres, on a étudié à l'extérieur, on a bien voulu venir nous asseoir à la maison pour travailler. On est content de vivre là. Ceux-ci qu'on peut s'engager, et ça, les gens ne savent pas trop. Nous allons travailler les lois qui existent depuis les années 80 sous Houphouët-Boigny, qui consacrent des monopoles. Parce qu'il y avait des monopoles d'État et des textes ont été faits pour protéger ces monopoles d'État. Mais avec le temps, ces monopoles d'État ont été transférés à des privés, dont Sifka et autres. Si vous voyez que l'huile coûte aujourd'hui 1000 francs ou 1100 francs le litre, ce n'est pas à cause de autre chose.
c'est parce qu'au niveau de la douane, il y a une mercuriale qui est là. Quel que soit le prix auquel tu payes l'huile à l'extérieur, tu payes le transport, tu viens payer la douane est calculée sur la valeur mercurialisée qui gonfle artificiellement le prix de l'huile importée. De sorte que tu ne sois pas compétitif par rapport à l'huile qui est produite en Côte d'Ivoire, qui est produite dans les mêmes conditions que l'huile qui est produite en Indonésie, au même prix. Mais à cause de ce monopole-là, eux ne baissent pas le prix de l'huile dans notre marché. Ils mettent le prix de l'huile en fonction de la valeur du prix de l'huile sur le marché international. Vous produisez en Côte d'Ivoire avec la main-d'œuvre ivoirienne, avec les faveurs de l'État ivoirien. Et vous vendez l'huile aux Ivoiriens au prix auquel la bourse décide que l'huile doit être. Et ça, j'étais choqué de voir Jean-Luc Bion expliquer ça à la télévision et que les gens ne comprennent pas. Qui s'aligne sur la valeur de l'huile sur le plan international. Mais en ce moment, il ne faut pas prendre les faveurs de l'État de Côte d'Ivoire. Les faveurs de l'État de Côte d'Ivoire, ce sont nos faveurs. Le sucre, c'est la même chose. Le sucre ne devrait pas coûter plus de 300-400 francs le kilo en Côte d'Ivoire. Mais c'est la même chose. Pourquoi j'ai dit la fin des monopoles? Quand on met fin au monopole, ça permet à chacune de nos mamans ici de se lever demain, aller créer une petite fabrique de production d'huile rouge, venir vendre. Quand l'huile rouge va commencer à faire la concurrence à l'huile de grain de palmiste, là, vous allez voir tout de suite que les prix vont chuter. Mais pour nos mamans qui font l'huile rouge, demandez-leur la réalité à Brousse. Quand elles sortent l'huile rouge de la Brousse, les eaux et forêts les saisissent, elles doivent payer de l'argent. La gendarmerie les saisit, elle doit payer de l'argent. La police les saisit, elle doit payer de l'argent. Et la douane les prend, elle doit payer de l'argent. Et souvent, quand elle ne veut pas payer, on les menotte. Parce que c'est considéré comme un crime en Côte d'Ivoire d'aller produire de l'huile à partir de ton propre palmier en Brousse et ramener en ville. C'est dans ce genre de pays qu'on vit. Quand vous traversez la frontière de Côte d'Ivoire, de Noé, allez vers Obuasi, dans le Ghana, chaque 5 km, vous allez rencontrer une petite structure de raffinage d'huile. C'est-à-dire, vous en avez des centaines là-bas. Mais dans chaque structure de raffinage d'huile, il y a au moins une soixantaine de femmes qui travaillent. Et partout, tu vas réunir 10 à 15 personnes. Il faut quelqu'un pour les gérer. Il faut quelqu'un pour faire la comptabilité. Il faut quelqu'un pour diriger. Il faut quelqu'un pour aller faire la commerce. Il faut une équipe. Il faut quelqu'un pour transporter. Mais c'est dans ce mix-là qu'on crée 50-30 emplois. Nous ne sommes pas condamnés à attendre des grandes usines de plusieurs milliards. Avec 10-15 millions de francs CFA, on met une unité en place. Usine de traitement de riz. Le bâtiment coûte plus cher que le matériel. Tu construis le bâtiment à 15 millions, tu payes le matériel, le système complet, tu peux te faire 5 tonnes par jour ou 10 tonnes par jour à moins de 8 millions de francs CFA. Et ça n'embauche pas moins de 10 personnes. On produit des millions et des millions de tonnes de riz aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais regardez ce qui se passe. Par défaut de structure de transformation, les gens prennent le riz paddy, qui traversent maintenant les frontières pour aller soit en Guinée, soit au Libéria. C'est pas mauvais, c'est le commerce. Mais si nous avions le nombre suffisant de moulins et de conditionnement de riz, nous aurons du riz local de meilleure qualité, bien emballé, disponible et moins cher que le riz importé. Donc, je rentre dans tout ça pour dire quoi? C'est pas le député qui va faire tout ça, mais il va travailler à nettoyer tous les textes qui vont favoriser le développement de la petite industrie et l'embauche, la libre entreprise dans le pays. Nous sommes dans un pays libéral, mais la réalité c'est que nous n'avons pas de liberté à entreprendre. Donc, tout ça mis ensemble pour vous dire, l'élection législative, c'est pas juste ça. C'est pas juste quelqu'un qui va aller dire oui, 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 oui. Et puis, je vais finir sur ça, l'accessibilité. L'accessibilité. Ceux qui sont nos députés aujourd'hui, quelle est leur accessibilité? Est-ce que quand vous voulez voir Farik là, vous pouvez le voir? Je n'ai pas dit que c'est impossible, hein, mais c'est un parcours du combattant. Même nous qui sommes supposés être
ses bons amis, pour ne pas dire ses bons anciens petits, parce qu'il me considère comme son petit. C'est mon tonton, je lui apporte ça. Mais je ne suis pas son petit dans la vie. Mais l'âge, la familiarité, j'accepte d'être son petit. Nous sommes en Afrique. Même nous, ce n'est pas possible d'avoir accès à lui. Donc, on vous engage vraiment à choisir quelqu'un à qui vous aurez accès quand vous aurez besoin. Quelqu'un qui ne va pas attendre même que vous le cherchiez, mais qui sera là à vos côtés, pas à pas, jusqu'à ce qu'on arrive à l'année prochaine, à l'année prochaine. On aura les municipales. Nous, on veut travailler avec toutes nos populations de sorte qu'on ait la capacité en 2028, sans prétendre devenir maire nous-mêmes, parce que je ne veux pas le cumul de ces deux postes-là. Mais qu'on puisse dire, voici la personne que nous aimons, nous voulons comme maire. Et qu'à cause de la confiance qu'on aura développée avec les populations nous fassent confiance de dire, bon, on va les écouter quand même, et puis on va apprécier. Mais ça va donner plus de chance à cette personne-là de devenir le futur maire. Parce que s'il y a une bonne collaboration entre un maire de bonne foi et un député de bonne foi et engagé, je pense qu'à la fin de la journée, c'est la commune qui gagne. Et j'aime arrêter là, je vais attendre votre confiance. S'il y a des questions, on veut qu'il y ait des échanges. Maintenant, bon, c'est lui mon policier. Moi, je l'avais déjà dit à mon parent. On veut t'entendre. Non, continue. Bonsoir. On va faire ta parole. Bonsoir encore. C'est pas facile. C'est pas facile ce que nous avons commencé comme combat. Parce que nous sommes une génération intermédiaire entre l'ancienne et la nouvelle. C'est pourquoi on dit que nous sommes l'alternative nouvelle génération. Cela, c'est une continuité. Aujourd'hui, nous laissons nos activités. En tant que chef d'entreprise, moi je suis transporteur. Je suis dans le transport des marchandises. Lui, il est dans la distribution. Mais ce que nous voyons au quotidien nous impose à ce que nous venons prendre part aux discussions nationales. Mon cher frère Ousmane a beaucoup détaillé. Et je pense que je vais laisser un peu cette plateforme-là pour ne pas trop tirer et trop en dire ou en fouiller. Au moins s'il y a des questions-réponses, je sais que vous avez des questions à nous poser. Voilà, on sera à l'aise de vous répondre. Je vous remercie. Alors, merci pour votre différentes interventions et d'ailleurs brillante. J'ai la capacité vocale, on peut m'entendre jusque là-bas, mais je vais circonscrire cela. Donc, je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont consacré le peu de leur temps à venir vous écouter. Ils ont décidé d'aller défendre le peuple à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. Rappelez-vous qu'un certain Assalem Semoko, qui a dit que Internet était cher en Côte d'Ivoire. Dieu merci, on a Internet cadeau, moins cher. Eux aussi, ils sont dans une autre démarche de rendre la vie aussi simple que possible. C'est dans ce cadre-là qu'ils sont venus nous voir. Je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit. Je vais vraiment m'arrêter là et vous dire merci.